Rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir honoré au rendez-vous à cette séance d'échange. Merci à tous et à toutes. Je pense que nous avons démarré ce programme depuis décembre sur les clés pour décrocher un emploi dans une organisation internationale avec plusieurs sous-thèmes qui nous Ces thèmes vont nous conduire jusqu'au mois de septembre, je pense bien. Alors, pour ceux qui sont déjà là, je vous prierai de vous présenter dans le chat tout en donnant votre nom, prénom, votre profil, votre profil et le pays d'où vous nous suivez. Nous allons démarrer avec notre séance d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons prévu poursuivre avec le sous-thème élaboration d'un CV captivant que nous avons eu à développer au cours du mois de février. Donc aujourd'hui, c'est de finir avec ce thème-là. Alors, comme je l'avais souligné, les clés pour décrocher un emploi dans une organisation internationale, on a structuré ça en plusieurs sous-thèmes, profils et exigences. Et l'enregistrement est disponible sur notre page YouTube et accessible gratuitement à toute personne. Nous avons aussi comment optimiser sa recherche d'emploi qui est faite déjà. Élaboration d'un CV captivant. Nous avons fait la première partie en février et aujourd'hui, nous allons terminer ce sous-thème-là. Ensuite, nous aurons à parler de l'élaboration d'une lettre de motivation, comment optimiser son profil LinkedIn, comment réussir sa candidature à un poste, préparer et réussir son entretien d'embauche, préparer et réussir son intégration professionnelle, préparer sa promotion professionnelle et comment rester motivé dans tout ce processus de recrutement. Alors, avant de continuer, je voudrais bien m'assurer que vous me recevez. Si vous me recevez, faites un signe, vous levez la main. Vous m'entendez? Ah, super. Merci. Moi, c'est Léon Sarivo et je me ferai le plaisir de vous conduire dans cet échange sur l'élaboration d'un CV captivant. Alors, par rapport à cette séance, nous aurons à vous présenter tout d'abord l'académie. Bien sûr, nous le faisons à chaque séance du webinaire, mais il est important de revenir là-dessus puisque nous avons de nouvelles personnes qui sont dans cette salle virtuelle. Il est important que ces personnes sachent c'est quoi des formations développées par l'académie. Ensuite, bon, on verra bien par rapport à ce point. Et nous allons parler de la prochaine session qui va se dérouler probablement le 19 avril. J'ai vu quelqu'un qui a demandé l'enregistrement. Je pense avoir déjà lancé l'enregistrement.
Alors, il faut dire que Destiny Academy Pro est un institut de formation qui se donne comme mission de renforcer l'employabilité des jeunes et des professionnels pour des emplois décents dans les organisations, que ce soit des organisations locales ou internationales, et présentes en Afrique. Intervention, c'est la formation professionnelle certifiante, le réseautage professionnel, le développement de coaching professionnel et personnel, et l'appui à l'insertion professionnelle. Et c'est dans le cadre de l'appui à l'insertion professionnelle que nous développons ces webinaires, voilà, ce programme de webinaire, de même que l'appui dans l'élaboration des CV, de lettres de motivation, la préparation d'un entretien d'embauche. Nous accompagnons les gens sur tous ces éléments. Je vais revenir là-dessus. Alors, autre chose, c'est pour dire que l'académie est accréditée par l'Agence américaine internationale pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et tertiaire, une accréditation institutionnelle, de même qu'une accréditation programmatique. C'est que tout et les programmes de formation également ont reçu une accréditation par rapport au programme voilà, au contenu de la formation, au système d'évaluation, de certification, au profil des formateurs et à l'appui à l'accompagnement offert aux apprenants pour la validation de leur formation. Alors, nos coordonnées sont là et nous sommes sur les différents réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Mais il faut dire que nous sommes très actifs sur LinkedIn et WhatsApp, de même que un peu sur Facebook et YouTube pour finir. Instagram, pas très actif, mais nous sommes quand même disponibles sur Instagram. Alors, en février, nous sommes revenus sur l'importance d'un CV captivant. Nous avons parlé de l'élaboration, plus spécifiquement les préalables avant de se lancer dans la rédaction d'un CV. Nous avons parlé des caractéristiques d'un CV efficace. Nous avons ensuite abordé les différents types de CV, CV chronologique, CV antichronologique, le CV fonctionnel ou thématique. Puisque c'est déjà vu, je vais passer en revue rapidement. L'enregistrement est disponible comme je l'avais souligné. Alors, nous avons parlé également du CV mixte. Et nous avons abordé les différentes rubriques du CV. Nous avons parlé de l'entête et du titre du CV, comment écrire son nom et prénom, la nationalité, l'adresse physique, les coordonnées, le titre, qui font partie des éléments qui doivent se retrouver dans l'entête et le titre de votre CV. Nous avons aussi parlé, voilà, c'était un exemple que j'avais donné. Ensuite, voilà, les éléments non nécessaires au niveau de l'entête d'un CV, la situation familiale ou matrimoniale, la date de naissance, l'âge, la nationalité, le nombre d'enfants et la photo. Et surtout, au niveau de la date de naissance et de l'âge, c'est seulement si le poste a stipulé une notion de limite d'âge qu'il faut ressortir ça, donc préciser sur le CV. Alors, on avait parlé aussi du profil professionnel à la suite de l'entête et du titre du CV. On a parlé aussi des expériences professionnelles, comment les écrire, comment les ressortir sur le CV. Les conseils réussite et des exemples ont été partagés. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la rubrique.
Alors, au niveau de la formation académique, c'est tout ce que vous avez eu à faire comme formation au niveau des universités privées comme publiques, au niveau des instituts de formation. Voilà, donc toute formation académique, et plus spécifiquement universitaire, puisque là, nous parlons des organisations internationales et généralement, le niveau qu'on demande, c'est le minimum, c'est le bac ou la licence généralement, la licence. Donc, il ne sert à rien de préciser encore sur votre CV le BEP, c'est le CEP, comme je le vois sur certains CV. L'idéal, c'est de commencer par les diplômes universitaires. Et au Bénin, le premier diplôme universitaire, c'est le bac. Donc, commencer par le bac si même possible, même de laisser le bac et de commencer directement par la licence. Dès qu'on voit la licence, on sait que vous avez eu forcément le bac avant d'être au niveau licence. Alors, lorsque nous revenons au niveau des formations académiques, il est important de préciser l'année pour toute formation que vous voulez préciser sur votre CV. La première des choses, c'est de dire l'année d'obtention. Il n'est pas nécessaire de dire vous avez fait la première année, vous avez fait la deuxième année, vous avez fait la troisième année, quatrième année, cinquième année. Cette information ne sert à rien et vous empêche même d'avoir la place qu'il faut pour mettre les informations nécessaires qui pourront capter l'attention du recruteur. Donc, c'est de se focaliser sur l'information importante. Et la première des choses, c'est de préciser l'année d'obtention de votre diplôme. Si c'est la licence ou c'est le master, vous précisez l'année. Et donc, au niveau de l'année, il faut indiquer l'année d'obtention de la qualification et il faut utiliser une police de caractère des personnes normales et placer le test à droite ou à gauche et en gras. Il y a plusieurs modèles. Soit vous mettez l'année à gauche, soit vous mettez l'année à droite. Ça dépend de quel modèle vous souhaitez adapter, vous souhaitez adopter. Alors, ensuite, après avoir précisé l'année, mais moi, j'opte beaucoup plus pour la gauche. Alors, après avoir précisé l'année d'obtention, il est important de préciser la formation même. La formation. Donc, il faut indiquer le titre officiel du diplôme en gras et préciser le domaine d'études pour la discipline. L'école, c'est important de ressortir l'école dans laquelle vous avez eu votre diplôme et où se situe l'école, dans quelle ville, dans quel pays se situe cette école-là. Alors, il faut aussi savoir que si vous avez plusieurs diplômes, je pense que j'en avais parlé, si vous avez plusieurs diplômes, il n'est pas nécessaire de préciser toutes les formations faites sur votre CV. Il faudrait voir quelles sont les formations qui sont en adéquation avec le poste pour lequel vous postulez. Je prends un exemple tout simple. Je crois que j'ai été sollicité entre-temps par quelqu'un, une personne, pour un poste d'animateur communautaire. Mais c'est une infirmière qui a fait une formation en anesthésie, réanimation, un master en anesthésie et réanimation. On a dû enlever cette formation de master-là et prioriser les autres formations qui sont en lien avec le poste. Donc, il ne sert à rien de mettre toutes les formations. Mettre vraiment ce qui est important pour le poste. Alors, c'est un exemple qui est là, que vous verrez là, en licence professionnelle en sciences obstétricales, option sage-femme à l'Institut national médico-sanitaire de l'Université d'Abomey-Calavi, Bénin. Ça, j'ai pris ça dans un CV sur lequel l'Académie a eu à travailler pour vous montrer un peu l'ossature à adopter. Les formations professionnelles et les certificats obtenus. Et là, à la différence des formations académiques où il faut préciser juste l'année, ici, il faudrait préciser le mois en plus de l'année. Donc, vous aurez à indiquer le mois et l'année d'obtention de votre certificat ou de réalisation de votre formation certifiante.
Ensuite, quelle est la qualification de la formation? Quel est l'intitulé de la formation faite? Et sans oublier de préciser l'école, l'institut et le lieu. Alors, autre chose qu'il faudrait garder à l'écoute ou à vue, c'est vraiment ajouter, si possible, les liens électroniques de ces certificats-là. Si c'est disponible, si c'est un certificat électronique, ce serait très intéressant de mettre le lien pour que l'employeur ou l'équipe de recrutement puisse cliquer là-dessus et voir un peu le diplôme ou le certificat dont vous parlez. Surtout qu'aujourd'hui, vous allez voir que la tendance évolue. On ne demande moins les certificats, les diplômes la première des choses ou les premiers outils de candidature qu'on demande, c'est le CV, la lettre de motivation. Et à la suite du processus, on vous demande le reste des documents en fonction de l'évolution du processus. Il n'est pas nécessaire aussi de mettre à chaque fois certificat. N'est pas nécessaire. Je vois dans certains CV, on met l'année, on met le mois, on met l'année et toutes les formations, certificat, attestation, attestation. Je pense que ce n'est pas nécessaire puisque la rubrique dans laquelle vous êtes en train de numérer toutes ces formations-là, on sait déjà que c'est des formations professionnelles et elles sont attestées ou certifiantes. Non, ce n'est pas nécessaire de mettre ça à chaque fois. Et comme je l'avais souligné au niveau des formations académiques, euh, les mêmes obligations. Il n'est pas nécessaire de mettre tous les certificats. Je, moi, j'ai fait plus de 30 certificats. Si je dois mettre tous ces certificats sur le CV, je pense que je serai à 2 pages déjà, rien que pour les formations professionnelles. Il y en a aussi pareil pour plusieurs personnes. Donc, c'est de voir dans vos différentes formations formations professionnelles faites, lesquelles sont en lien avec le poste. Qu'est-ce qui donnera de la valeur à votre CV? Qu'est-ce qui retiendra l'attention du recruteur? Et ça, j'ai mis un exemple, janvier 2021, certificat régional et autres. Voilà. Donc, pour les questions, laissez ça dans le chat. Ou vous attendez à la fin, nous allons prendre les différentes questions. Alors, au niveau des compétences, c'est important que vous prévoyez une rubrique pour les compétences. Généralement, ce que moi je conseille, c'est que juste après votre profil, dès que vous finissez la rubrique profil du CV, vous abordez compétences, la rubrique compétences avant d'aller au niveau des expériences. D'autres personnes finissent, c'est à la fin du CV qu'ils énoncent les compétences. Et au niveau de la rubrique compétences, il est important de ressortir les compétences techniques, les skills nécessaires pour mettre en œuvre postuler. Et au niveau des langues, c'est important de pouvoir situer votre niveau de langue. Est-ce que c'est A1? Est-ce que c'est C1? Est-ce que c'est B1? Il y a vraiment des plateformes qui vous permettent de pouvoir apprécier votre niveau linguistique et de préciser ça sur votre CV. Si vous n'avez pas cette occasion, vous n'avez pas cette opportunité, c'est le lien qui est là, vous pouvez l'utiliser. Tout compte fait, ce sera partagé. Pouvez utiliser les plus plus. Il y a l'opportunité d'utiliser les plus plus pour voir au niveau du parler, au niveau de l'écrit, à quel niveau vous êtes sur une échelle de 5, sur une échelle de 5, sur une échelle de 10, c'est déjà trop pour sur un CV. Peut-être sur une échelle de 5, par rapport au parler, à quel niveau vous êtes, par rapport à l'écrit, à quel niveau vous êtes. Surtout pour les langues dont ce n'est pas votre langue maternelle. Pour quelqu'un qui est francophone, ce n'est pas nécessaire de mettre cette appréciation-là parce qu'on se dit,
avec votre niveau académique, vous avez déjà quand même ces aptitudes-là. Donc, c'est surtout lorsque vous mettez une autre langue professionnelle, à savoir l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ou je ne sais plus, je ne sais quoi d'autre, en fonction du poste pour lequel vous postulez, il est important de faire ressortir votre niveau de maîtrise de la langue. Alors, autre chose, c'est les intérêts professionnels. Il est important d'aborder dans votre CV quels sont vos intérêts professionnels. Et c'est déjà de nos habitudes hein, dans les CV de voir lecture, cinéma, voyage. Mais on a plusieurs personnes qui déposent les dossiers et il faudrait apporter une plus-value dans votre CV. Donc, évitons vraiment ces platitudes-là et allons vers des thèmes beaucoup plus personnels, allons vers des thèmes qui donnent de la plus-value à votre dossier. Au lieu de mettre juste loisirs, vous pouvez parler des loisirs sportif, pratique musicale, au lieu de mettre juste de la musique, vous pouvez mettre pratique musicale, engagement dans une association, littérature policière ou littérature française contemporaine, lecture des romans américains des années 60. Spécifiez au fait. Lorsque vous parlez de voyage, c'est quel type de voyage? Est-ce que c'est des voyages artistes et touristiques? Est-ce que c'est des voyages en famille? Est-ce que c'est des team building dont vous êtes en train de parler, des voyages de team building dont vous êtes en train de parler? Si vous parlez de cinéma, c'est quel genre de film vous aimez concrètement? Ça personnalise au fait vos intérêts que de retrouver sur votre CV des intérêts génériques que l'on retrouve dans tous les CV. Alors, voilà les différentes rubriques que nous devrions avoir sur un CV. Alors, lorsqu'on finit l'élaboration de notre CV, quelle est la phase et comptable de projet? Désolé, il y a une coquille là. Gestion financière et comptable de projet. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 3 avril et la formation va démarrer le 10 avril et c'est à 115 000 francs. La gestion des données avec Kobo Toolbox, les inscriptions sont en cours jusqu'au 19 avril et la formation va démarrer le 24 avril pour finir le 22 mai et c'est à 55 000 francs. L'animation communautaire de projet, la mobilisation communautaire de projet, euh, la conception et le pilotage de projets WASH et la mobilisation des ressources. Il faut aussi souligner qu'au niveau de l'animation communautaire et de la mobilisation communautaire de projets, lorsque vous souhaitez faire ces deux formations, au lieu de payer 160 000 francs, je pense que vous payez 115 000 francs. Voilà. Donc, il y a une réduction qui est faite pour ceux qui souhaitent faire ces deux formations ensemble. Voilà. Comme je l'avais souligné, ces formations développées par l'Académie, c'est des formations 100% à distance. Et à la fin, vous avez un certificat numérique reconnu et accrédité par l'agence. Et il faudrait, voilà, pour bénéficier du certificat, c'est-à-dire passer par le processus d'évaluation de l'Académie et valider votre formation. Donc, à la fin de toute formation au niveau de l'académie, vous avez deux parchemins, l'attestation de participation et le certificat. Mais le certificat, c'est que pour ceux qui ont validé la formation et l'attestation pour tout le monde. Alors, vous rejoignez
voilà, un réseau de professionnels pour toute formation au sein de l'académie. Déjà, même avec les participants, c'est un réseau. L'académie, c'est tout un groupe de formateurs présents dans plusieurs pays et tout un pool de formateurs dont nous disposons répartis dans plusieurs pays de la sous-région et qui sont dans plusieurs organisations internationales. Alors, il y a aussi l'appui à la recherche d'emploi que nous offrons à nos alumni, nous les accompagnons à, voilà, à obtenir un emploi beaucoup plus décent, à avoir de meilleures opportunités. Alors, nous avons quand même quelques formations qui sont en cours, qu'il est possible de rejoindre, le suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage, la conception et la gestion de projets humanitaires, la gestion de projets WASH, la gestion de projets de santé, le genre et l'inclusion sociale. Alors, je vais voir le chat. Je vais voir qu'est-ce que les gens écrit. Je n'ai plus mon écran. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après le CV? Il faut commencer par la licence. La voie est entrecoupée. Désolé, la connexion m'avait lâché. J'essaie de reprendre le partage d'écran. Alors, j'espère que vous avez mon écran. Alors, lorsque vous finissez votre CV, il faut passer à l'analyse de votre CV. Il faut faire le scanner, en fait. Pour ceux qui sont de la santé, on parle généralement du scannage. Il faut faire une radiographie ou bien il faut scanner voilà, l'organe qui a des problèmes pour mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est ça, en fait. Il faut passer à l'analyse de votre CV pour voir est-ce que c'est correct, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est adapté à la vie de recrutement, qu'est-ce qu'il faut corriger, est-ce que les mots-clés nécessaires y figurent, est-ce que le vocabulaire technique en lien avec le poste est utilisé. Plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Et pour ça, vous pouvez utiliser l'outil incontournable aujourd'hui qui amène tout le monde à s'intéresser à l'informatique, à s'intéresser aux réseaux sociaux, à s'intéresser au numérique et c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui vous aiderait à faire le lien entre vos attentes, le CV que vous avez élaboré et l'avis de recrutement. Et il y a plusieurs outils ou logiciels appuyés par l'intelligence artificielle qui pourraient vous aider à faire cette analyse-là. Donc, j'ai mis toute une liste là, Job Davist, Top CV, Job Scan, Job Lead, Monica, APEC, etc. Donc,
toutes ces ressources-là pourraient vous aider à faire l'analyse de votre CV. Et généralement, lorsque, à la fin de l'analyse, la plateforme vous donne des commentaires et aussi une performance par rapport à l'avis de recrutement. Généralement, c'est les deux. Ça demande le CV et l'avis de recrutement. Donc, lorsque ça finit l'analyse, ça vous donne une performance. Et lorsque vous avez une performance de moins de 70, de moins de 75, ça veut dire qu'il y a un problème. Idéalement, c'est d'avoir une performance de 75%. Et là, les chances sont maximisées d'être présélectionné lorsque vous aurez à soumettre votre candidature. Donc, si vous faites l'analyse et vous êtes à moins de 75%, quelque chose, il est possible d'utiliser une liste de contrôle. Il y a plusieurs listes de contrôle qui existent actuellement et permettant de faire vraiment une analyse de votre CV. Vous pouvez aussi solliciter un collègue ou un spécialiste, surtout pour la correction des fautes sur le CV. C'est important. Ce n'est pas intéressant qu'on soit en train de recruter un coordonnateur, un manager, un poste de responsabilité et que sur le CV, il y ait des fautes d'orthographe et de grammaire. On se demande comment cette personne va conduire une équipe, va gérer une structure, et donc ça va faire appel à plusieurs questions au niveau du recruteur. Donc, c'est important de veiller à la correction des fautes d'orthographe et de grammaire. Et parfois, ça échappe à la personne qui élabore votre CV. Généralement, vous faites vous-même votre CV. Si c'est un spécialiste que vous conviez à vous aider à élaborer votre CV, il veille à ça. Que vous puissiez solliciter l'appui d'un collègue pour voir un peu l'ossature des phrases, sont libellées et pouvoir vous aider à corriger les fautes qui sont là-dedans. Il est important aussi de demander l'avis d'un RH. Un RH de votre mentor ou d'un spécialiste en matière de recherche d'emploi pour jeter un coup d'œil pour voir est-ce que le CV il est bon, est-ce qu'il est adapté, qu'est-ce qu'il faut améliorer dedans pour que vous puissiez maximiser autant de chances pour être présélectionné, autant d'éléments pour être présélectionné. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter lorsque vous élaborez un CV? Les fautes d'orthographe et de grammaire. J'en ai déjà parlé. Ça dénote vraiment un manque de professionnalisme dans le travail qui est. Il y a la qualité du document que vous soumettez. Ce qui veut dire, lorsque vous seriez recruté, comment vous allez vous mettre, comment vous allez veiller à la qualité du travail que vous aurez à faire. C'est important aussi de définir clairement chacune des sections de votre CV et de pouvoir mettre en gras les rubriques pour qu'on puisse faire la différence entre les rubriques et les éléments de chaque rubrique. Et qu'on puisse voir une chronologie, une ossature dans votre CV. Que tout soit mélangé, que ça soit rien que des répétitions, ou que ça soit l'avis de recrutement qui est copié-collé dans votre CV. Donc, c'est important de veiller à la cohérence dans votre CV. Évitez de vous contredire, ça c'est important. Et généralement, ça arrive dans plusieurs CV. La contradiction. Et la contradiction va jusqu'au niveau de l'entretien, où les gens énoncent certaines compétences dans le CV, mais lors de l'entretien, on se rend compte que ces personnes n'ont pas ces compétences-là. Et éviter d'utiliser des CV humoristiques, des CV avec des émoticônes, des CV avec des choses qui font rire. Donc, c'est de vraiment mettre du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire
pour attirer l'attention du recruteur, de l'employeur qui dira, voilà ce CV. Juste à vue d'œil, donne juste à vue d'œil de votre CV qu'il ait envie de vous rencontrer, qu'il ait envie de vous écouter, qu'il ait envie d'apprécier vos compétences, qu'il ait envie d'apprécier vos capacités. Alors, on ne saurait finir cette séance sans quand même parler de quelques conseils pour un CV convaincant. Le premier conseil, c'est vraiment structurer votre CV. Et structurer votre CV appelle à la cohérence et à la logique dans tout ce que vous énumérez, vous ressortez sur le CV. Et chaque rubrique doit être clairement définie et des pages claires. Paginez votre document et utilisez des polices, voilà, polices, interlignes assez claires et faciles à lire qui permettront à toute personne qui prendra votre CV de se retrouver aisément sans difficulté. Alors, autre élément qu'il faut garder, c'est vraiment la concision. La concision. Il faut rester concis et percutant. Et pour ça, il faudrait vraiment fournir sur le CV des informations pertinentes de votre parcours et les expériences. C'est tout un lot de compétences. C'est un parcours très riche. Et si vous devriez ressortir tout ça, vous allez vous retrouver avec des CV de 4 pages, de 5 pages, et vous allez même vous retrouver dans de la répétition. Donc, il faut vraiment rester concis et ressortir sur le CV que ce dont on a besoin, ce dont le recruteur a besoin. Utilisez des verbes d'action parlant et marquant que des verbes passifs ou des expressions. C'est important que pour chaque responsabilité que vous êtes en train de ressortir, que vous utilisez des verbes d'action. Des verbes d'action que des éléments, expressions chargés de gestion dites de façon claire avec des verbes d'action pour qu'on puisse se retrouver pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez eu à faire concrètement. Et vraiment, il est plus riche que votre CV porte des chiffres. Il est plus riche que votre CV porte des chiffres, des résultats. Si vous voulez parler de gérer une équipe, il serait plus intéressant que vous dites que vous avez géré une équipe de 10 personnes. Vous avez géré une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes, de 5 personnes, de 2 personnes que de dire vous avez géré une équipe. Vous avez géré un projet, vous avez géré un projet de tel milliard. Ça donne de la valeur à votre CV. Ça attire l'attention pour dire voilà quelqu'un qui a déjà géré tel budget avec mon projet. Je suis sûr qu'il ne va pas, il n'aura pas de difficulté. Quelqu'un qui a déjà géré un projet et qui a pu avoir un taux de consommation budgétaire de 90%, 95%, vous voyez, c'est plus intéressant que de dire suivi budgétaire, j'ai eu à gérer un projet de tel milliard, voilà, et avec à la fin du projet un tel taux de consommation budgétaire, une telle performance. Quelle est la performance physique du projet? Donc, on ressortait vraiment des éléments à augmenter des chiffres et des résultats à votre CV. C'est beaucoup plus percutant et ça retient l'attention de l'employeur que de rester tout le temps dans des expressions. Soyez vraiment honnête. Évitez du mensonge dans le CV. Cela ne sert à rien, cela vous rattrapera. Quelle que soit la raison qui vous inciterait à embellir votre CV, abstenez-vous. Abstenez-vous, soyez honnête. Vous êtes même beaucoup plus à l'aise lorsqu'on vous appelle pour un entretien de parler de vous aisément. Parce que lorsque vous mentez, il peut arriver que cela vous échappe dans l'entretien. Si vous mentez sur votre niveau, sur une langue, il peut arriver que dans le panel, que quelqu'un comprenne la langue et vous commence par vous parler la langue. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et je vous le dis, hein, lorsque vous voyez un avis de recrutement, on dit savoir parler en anglais ou bien maîtriser la langue anglaise, attendez-vous qu'au cours de l'entretien, qu'à un moment donné, que l'équipe BIFIC, voilà, en anglais, que l'entretien, à un moment donné, se poursuive en anglais. Et vous serez rattrapé par votre mensonge. Alors, il y a aussi la mise en page. Il est important qu'il y ait une harmonie, une lisibilité et du professionnalisme dans votre mise en forme. Et les polices les plus courantes utilisées, il y a Arial, Helvetica, Calibre ou Time News Roman. Utilisez des polices qui sont connues de tout le monde, du commun des mortels. Des polices sobres, non compliquées, que généralement tout le monde utilise. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui dira qu'elle n'a jamais utilisé Arial ou Calibre ou Times New Roman? Ce n'est pas évident. Donc, c'est connu de pratiquement tout le monde. Donc, utilisez vraiment ces polices-là. Alors, par rapport à la taille de la police, évitez de réduire la taille de la police ou de votre CV, histoire de vouloir mettre toutes les informations. Je l'ai déjà dit plus haut, le CV que vous faites doit être concis et percutant. Et pour ça, c'est l'essentiel on veut. Il ne sert à rien de chercher à réduire la taille. Idéalement, il faut que ça soit 12 la taille de la police. Si vous réduisez la taille, il n'est pas bon de dépasser, d'être en dessous de 9. Ce n'est pas du tout bon. Lorsque vous êtes en dessous de 12, ça devient trop gros et ce n'est pas agréable à lire parce qu'on est habitué à 12, 11. Généralement, dans les documents, c'est 12, 11. Donc, les gens sont déjà habitués à cette police-là. Donc, lorsque vous changez, c'est difficile. Et lorsque, dans un processus, on n'arrive pas à lire correctement vos documents, ce n'est pas facile à lire, on le met de côté. Alors, l'autre chose, c'est euh, l'orthographe et la grammaire irréprochable. Ça, j'en avais déjà parlé. Alors, quatrième conseil, c'est choisir une mise. Bon, c'est le quatrième qui continue toujours. Alors, par rapport à l'utilisation du gras, de l'italique, évitez de les utiliser de façon anarchique. Évitez vraiment de les utiliser de façon anarchique. Généralement, il faut mettre les rubriques en gras. Maintenant, les années, les dates dont nous avons parlé, c'est possible de les mettre en gras. Maintenant, l'intitulé des formations, des postes, c'est aussi bien de les mettre en gras. Mais le reste, c'est mettre ça en forme italique ou souligné. Ou souligné. Mais lorsque vous utilisez, vous en abusez, ce n'est pas agréable à lire. Donc, c'est important qu'il y ait de l'harmonie et de la parcimonie dans ce que vous faites. Votre CV doit être aéré. Et l'interligne recommandé, c'est de 1 à 1,5. En matière de couleur, c'est bien, ça, c'est agréable à voir, mais sachez les utiliser. Sachez les utiliser et n'utilisez pas n'importe quelle couleur. Le nombre de pages, ça, j'en ai parlé plusieurs fois par rapport à la concision et vraiment ce qui est important. Peu importe le nombre d'expériences que vous avez, votre CV ne doit pas dépasser 3 pages. Et vous verrez même que dans la littérature, on dit 1 à 2 pages. Mais on peut aller à 3 pages. Mais au-delà de 3 pages,
ce n'est plus intéressant. Vous voyez, un processus de recrutement où on a 400 dossiers, 100 dossiers, 200 dossiers. Quand est-ce que l'équipe va lire ou va jeter un coup d'œil sur 5 et quelques CV? Si votre CV fait 4 pages, 6 pages, 7 pages, quand est-ce que l'équipe va finir de lire ça? Donc, les gens ont à peine une minute. Je dirais même une minute, c'est trop. 30 secondes à une minute pour parcourir votre CV. Est-ce que lorsque vous retenez leur attention, qu'ils passent maintenant à une analyse approfondie de votre CV? Donc, dans la première analyse de votre CV par le recruteur, il faudrait vraiment y travailler sur le CV pour que cela, l'analyse capte son attention et qu'il aille vers maintenant l'analyse approfondie. Donc, c'est important de limiter le nombre de pages et de respecter la mise en page dont nous venons d'énumérer, de parler. Alors, le- l'autre point dont je voudrais parler, c'est l'adaptation de votre CV à l'offre d'emploi. L'adaptation de votre CV à l'offre d'emploi. Ça, j'en avais parlé brièvement au niveau de l'analyse du CV élaboré avec l'offre d'emploi. Donc, il faut déjà, dans l'élaboration de votre CV, travailler à ce qu'il y ait une relation entre le CV et l'offre d'emploi avant de se lancer dans une analyse. Alors, le CV doit être personnalisé par rapport à l'offre d'emploi et à l'organisation dans laquelle, ou l'organisation que vous souhaitez rejoindre. C'est important. Ce qui fait que on ne peut pas postuler à tout ce que l'on voit parce que ça nécessite du travail. Il faut analyser l'offre de recrutement, comprendre, comprendre les différentes responsabilités en lien avec le poste, identifier les mots-clés, identifier le vocabulaire technique utilisé dans la vie de recrutement et pouvoir venir maintenant travailler sur votre CV et le structurer pour que le recruteur retrouve dans votre CV ce dont il a besoin pour que vous soyez présélectionné. Parce que c'est le premier outil au fait. Vous avez beau avoir le nombre d'expériences qu'il faut, les compétences qu'il faut, mais si vous ne travaillez pas correctement sur ces outils, vous ne seriez jamais sélectionné. Et vos compétences vont rester dans les tiroirs. Vos compétences vont rester dans l'organisation dans laquelle vous êtes, peu importe votre désarroi, peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes en train de travailler. Et c'est là, si vous n'êtes pas disponible, qu'il faut solliciter des personnes qui sont dans la conception, dans l'appui à l'élaboration des CV. Donc, il est important de personnaliser. Chaque candidature doit être personnalisée. Il n'y a pas un CV standard qu'on envoie à chaque fois pour tout recrutement. Il n'y en a pas. En tout cas, si vous procédez ainsi, ce n'est pas la bonne manière et il faut déjà à la fin de cette séance changer cette façon de faire. Alors, attention, attention, parce que lorsqu'on dit adapter, adapter à la vie de recrutement, ce que beaucoup font, on va copier les responsabilités de la vie de recrutement qu'on vient coller dans le CV. Ce n'est pas ça. C'est vraiment, c'est vraiment de voir, de ressortir les éléments clés de votre carrière en lien avec le poste visé. Et pour ça, il faut bien comprendre les mots-clés utilisés, le vocabulaire technique, ce sur quoi vous êtes attendu si vous êtes retenu pour le poste, les responsabilités du poste et pouvoir faire la corrélation et voir comment on ressortit ça sur votre CV et non de faire du plagiat. Alors, comme sixième conseil, c'est oublier un peu le jargon professionnel. Et c'est important, le jargon professionnel, les sigles dans les CV. Si vous voulez utiliser un sigle, assurez-vous de l'avoir défini à un niveau dans le CV pour permettre à toute personne qui prend votre CV de comprendre chaque sigle que vous utilisez. De même que les mots techniques, évitez d'utiliser
des mots techniques propres à vous ou à votre corps de métier. Prenez le temps de lire l'avis de recrutement et utilisez les mots techniques qui sont dans l'avis de recrutement ou qui sont propres à l'organisation. Si vous allez sur le site web de l'organisation, vous comprendrez, vous arriverez à identifier ces mots techniques-là que vous allez utiliser, ce qui fera que peu importe l'équipe qui va assurer le tri des CV, avant que les techniciens qui sont au niveau de l'organisation puissent voir euh, puissent lire votre CV. Généralement, les techniciens, les boss ne lisent même pas. S'il y a une équipe qui est constituée et qui fait le premier tri, qui fait l'analyse, le premier tri pour vous présélectionner. Donc, si l'équipe ne comprend pas les thèmes techniques, votre jargon professionnel que vous utilisez, votre document sera mis de côté. Alors, choisissez les mots-clés et les vocabulaires, j'en ai déjà parlé. Utilisation des logiciels par les recruteurs pour le tri automatique des CV en fonction de certains mots-clés prédéfinis. Généralement, oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'intelligence artificielle que les gens utilisent un système d'ATS. Et ça, c'est des mots-clés, au fait. Donc, dès que vous envoyez votre CV dans le système, surtout lorsque vous voulez faire une candidature, ce n'est pas par mail. Et c'est un formulaire, une plateforme, il y a un formulaire, vous renseignez. C'est la plateforme qui fait le travail. Il y a déjà les mots-clés que la plateforme a connaissance. Donc, la plateforme recherche, il y a un pourcentage qu'on doit retrouver dans le CV. Et dès que le pourcentage est retrouvé, il y a le premier tri est fait comme ça. Et c'est ensuite l'être humain va prendre la relève. Donc, vous imaginez, peu importe votre compétence ou tout votre background, si vous n'avez vraiment pas travaillé sur l'outil de candidature, vous allez passer à côté. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous maîtrisez le système, vous seriez toujours présélectionné au moins. Même si vous n'avez pas les compétences et vous avez les capacités en matière d'élaboration de CV adaptés avec utilisation des mots-clés, il vous serait facile de dépasser cette maille-là et de pouvoir être parmi les personnes présélectionnées, au moins quand même le premier tri au niveau de l'organisation, même si l'analyse technique, après, vous êtes éliminé. Alors, huitième conseil. Comme huitième conseil, c'est vraiment éviter les expressions négatives sur votre CV. Ne faites pas mention de vos lacunes sur votre CV. Sur le CV, on veut savoir quelles sont vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Quelles sont vos aptitudes? Donc, listez uniquement les compétences que vous possédez et dont vous avez vraiment la maîtrise. C'est important. Autre chose, ça j'en ai déjà parlé, indiquez vos niveaux de compétences avec un système d'étoiles ou de barres de niveau afin de donner une première idée au recruteur. Au niveau des compétences que vous aurez à énumérer, s'il est possible, utilisez cette façon de faire. Mais c'est vraiment très important au niveau des langues. Même si vous n'arrivez pas à faire ça au niveau des compétences, il faudrait en tenir rigueur au niveau des langues. Alors, le format du CV, vous avez fini. Le CV doit être en PDF. N'envoyez jamais votre CV en version Word. Vous savez, Microsoft évolue et chaque ordinateur ou chaque organisation avec la version qu'elle utilise. Donc, si vous ne convertissez pas votre document en version PDF, lorsque vous envoyez ça en version Word, et ce n'est pas la même version, le nouveau Word ou le Word utilisé par l'employeur dénature votre CV. Ça dénature votre document. Et si c'est dénaturé, votre document n'est plus lisible. La facilité de lecture n'est plus garantie. Et du coup, ce sera rangé de côté. Donc, veillez à toujours convertir la version finale de votre CV en PDF.
Et il faut nommer votre CV, votre CV. Nommez ça, s'il vous plaît. Parce que les gens n'ont pas que vous à faire. Les gens ont plusieurs dossiers à gérer. Et dans le téléchargement, il peut être en train de télécharger quand on va l'appeler pour une urgence. Et lorsqu'il revient, il va oublier. Et il va même plus se rappeler de vous. Donc, c'est important de nommer votre CV. Et pour nommer, vous mettez CV, nom, prénom. Vous pouvez utiliser un tiret de 6 ou un tiret de 8. Vous mettez votre nom et prénom. Et ensuite, vous mettez l'intitulé du poste. Vous mettez l'intitulé du poste. Et voilà les 10 commandements sur lesquels je reviens souvent en tant qu'offreur de service. On utilise beaucoup plus aujourd'hui offreur de service parce que chercheur d'emploi est beaucoup plus réducteur. On se dit, vous avez des compétences, nous avons des compétences, nous ne sommes pas en train de chercher de l'emploi, mais nous cherchons à offrir nos services, à offrir nos compétences à une organisation. Et lorsqu'on est dans cette dynamique, on est motivé à continuer, à persévérer, à rester positif dans tout le processus, peu importe les résultats que nous obtenons à chaque fois. Alors, il faut rester actif sur les réseaux sociaux, s'abonner à des sites de recrutement, consulter les journaux officiels, rechercher et intégrer les groupes professionnels, lire tout ce qui a rapport avec son domaine d'activité, offrir son aide sans rien attendre en retour, garder un fichier de suivi de ses candidatures, anticiper les questions probables en entretien, préparer son entretien d'embauche et rester positif. Alors, en matière de succès, il est important de ne pas oublier l'aspect spiritualité, peu importe la religion que vous pratiquez, il y a toujours un être suprême et de s'attacher à lui, à cet être-là et de lui confier tout ce que vous faites et qui vous accompagne dans ce processus. Votre profil, c'est important de travailler sur votre profil à travers des formations, à travers l'acquisition des compétences, le renforcement ou le développement de votre réseau professionnel, la maîtrise des techniques de recherche d'emploi. Parce que vous pourriez réunir tout ce qui reste, mais si vous n'avez pas connaissance de comment faire la recherche d'emploi, les techniques, vous allez passer à côté. Donc, c'est important. Ces 5 éléments vous permettront de réussir votre carrière professionnelle et d'être toujours à des postes qui répondent à vos besoins, à vos aspirations. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur cette deuxième partie de l'élaboration d'un CV captivant. J'espère avoir abordé tous les éléments en lien avec vos besoins sur l'élaboration du CV. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la séance, elle est enregistrée et vous avez l'opportunité de la visualiser après sur notre site YouTube et de suivre également la première partie de ce sous-thème élaboration de CV captivant. Merci de votre aimable attention. Je suis maintenant disponible pour prendre vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir? Levez la main et on pourrait vous prendre. Alors, j'ai vu 3 mains. Akoda, Henri, Euro. OK, on va commencer par Akoda. Monsieur Akoda, à vous. Merci beaucoup, directeur. Bonjour, bonjour, chers toutes et chers tous. C'est vraiment intéressant et vraiment édifiant tout ce que vous faites à l'endroit de vos alumni. Et merci beaucoup pour le sacrifice et que Dieu vous accorde vraiment le nécessaire pour vraiment poursuivre votre engagement. Et j'ai une préoccupation
Je l'ai mis même dans le chat. Et au fait, dans le système des Nations Unies, il y a des plateformes sur lesquelles il faut déjà se faire enregistrer. Et l'enregistrement durant le processus équivaut en même temps au CV. Et lorsque on voit un post qui est lancé, on n'en voit que la lettre de motivation. Et parlant de l'adaptation du CV au poste, je voudrais savoir s'il est aussi nécessaire de faire des modifications fréquentes sur cette plateforme afin d'adapter le CV au poste visé. Est-ce que c'est bon comme ça de rentrer régulièrement et faire des modifications de son profil dans le but d'adapter le CV, ces informations au poste visé? Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci. Suivant une autre personne, Monsieur Yoru, oui. Monsieur Yoru, allez-y. Monsieur Yoru, OK. En attendant qu'il puisse activer son micro, on va prendre Monsieur Mamoudou. Ok, merci beaucoup. Donc, ma question, c'était de savoir, est-ce que les compétences doivent être forcément accompagnées de certificats comme l'expérience professionnelle? Merci. OK, merci. Monsieur Yoru, Monsieur Aliassou. OK. Alors, je pense que je n'ai plus une main levée. Je vais voir dans le chat. Il y a plusieurs questions dans le chat. Alors, je vois comme première question, quand on a un CV purement clinique et qu'on a un diplôme intermédiaire pour postuler dans une organisation sans expérience professionnelle, comment faire? Alors ça, c'est une belle question. Euh, CV clinique. Alors, ce que moi je dis, si vous avez un CV, est-ce qu'on a un CV, on n'a pas un CV clinique, hein? On n'a pas un CV clinique, mais plutôt un profil clinique. Alors, lorsque vous avez un profil clinique et que vous voulez rejoindre les organisations, il y a des organisations qui recrutent quand même du personnel médical, paramédical et clinicien. Lorsque vous allez, surtout les organisations humanitaires, Médecins sans frontières, Médecins du monde, COPIL, COPI, IRC, quelle autre organisation? Soltis, en tout cas, les organisations médicales et surtout humanitaires, il faudrait faire focus là-dessus qui recrutent. Alors, si ce n'est pas des postes de cliniciens, d'accord? Donc, avant d'aborder les postes non cliniques, d'accord? Il est possible d'entrer, si vous avez un profil de clinicien, cherchez à entrer dans les organisations avec un profil de clinicien et ensuite vous avez l'opportunité d'évoluer vers des postes de manager, les postes purement en lien avec la prévention, l'amélioration des systèmes et autres. Alors, lorsque je viens au niveau des postes cliniques et des postes non cliniques et vous avez un profil clinique, il faut mettre en avant votre participation à des activités extra-professionnelles puisque vous êtes forcément dans des activités extra-professionnelles, des groupes de sport, des associations au niveau voilà, de votre quartier, dans votre zone ou à l'église, voir comment faire le lien vraiment de ces organisations-là. Ou si vous n'êtes dans aucune de ces associations, intégrer ces associations, ces organisations de jeunes, ces structures de vie associative pour développer ces compétences, pour pouvoir les mettre en valeur, les mettre en exergue sur le CV et pouvoir l'utiliser.
Alors, quelle est la taille? Quelle est la taille du CV si le recruteur n'en précise pas? La taille, je ne sais pas de quoi la personne veut parler du nombre de pages, j'en ai déjà parlé. Aussi par rapport à la taille de la police, j'en ai parlé également. Alors, est-ce qu'il faut toujours adapter son CV par rapport à la nature de l'offre d'emploi, étant donné que j'en ai plusieurs? Il faut toujours adapter un CV pour une offre d'emploi. Est-ce qu'un CV volumineux est toujours avantageux? CV, veillez à ne pas dépasser 3 pages. Idéalement, même rester à 2 pages. Alors, autre question. Quelle est la taille? Alors, est-ce qu'un commercial peut intégrer les organisations internationales? Comment s'y prend? Bien sûr qu'un commercial peut intégrer les organisations internationales. Lorsqu'on parle de commercial, c'est quelqu'un qui est dans du marketing, c'est quelqu'un qui est dans la communication, c'est quelqu'un qui peut aborder les questions de plaidoyer. Donc, essayez déjà de voir votre profil actuellement. Qu'est-ce que vous avez comme background, comme compétences en lien avec la communication, en lien avec le marketing en lien avec les activités de plaidoyer que vous pourriez mettre à disposition d'une organisation. Et ce que je recommande souvent, aller au niveau des différentes organisations pour voir lorsqu'ils disent on veut recrutement euh, d'un spécialiste de la communication, du marketing ou du plaidoyer, d'accord? Quel est le profil qu'on demande? Vous checkez, vous prenez 5 à 10 avis de recrutement et vous identifiez ces éléments clés que vous comparez à votre profil. Et les écarts que vous identifiez, vous faites un plan de carrière professionnel et personnel. Et vous voyez comment vous vous projetez d'ici 5 ans. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir décrocher un emploi, pour pouvoir avoir ce profil-là. Alors, parfois, il y a des compétences que nous avons, mais pour lesquelles on n'a pas de certificat. Alors, je vois cette question est revenue. Et parfois, oui, oui. Exemple, tu as une mère enseignante depuis le berceau. Tu as eu la pédagogie à d'enseigner et tu sais transmettre la connaissance. Comment peut-on valoriser ça sur le CV? C'est important, j'avais parlé de ces activités, de savoir valoriser ça sur le CV. Vous êtes, pour quelqu'un qui a une expérience, à la compétence en matière d'adaptation, la compétence en matière de transfert de connaissances, la compétence en matière de suivi et bien d'autres. Donc, on n'a pas besoin forcément de justifier toutes les compétences que vous énumérez sur votre CV. Il y a des compétences en matière de savoir-être. Et le savoir-être, vous n'avez pas un certificat pour justifier ça. C'est dans votre, c'est dans votre quotidien, c'est dans votre savoir-vivre. Et c'est au cours de l'entretien qu'on vous posera des questions pour pouvoir apprécier ça. Et certains vont plus loin. Dans le processus, vous allez entendre parler d'un entretien RH. Et l'entretien RH, c'est rien que pour ça. Voir votre capacité de manager, de gérer une équipe, de s'adapter et de gérer une pression. D'autres vont plus loin qui parlent de tests psychotechniques. Donc, pas forcément qu'il faut justifier tout, mais c'est de mettre ça si dans la vie de recrutement, on a vraiment eu besoin de ça. C'est demandé dans la vie de recrutement. Alors, on ne reçoit plus. Oh là là. OK. Alors, devrions-nous nous abstenir de mettre en couleur les rubriques de notre CV ou encore pour ceux qui font recours à des tableaux, de les mettre en couleur dans le but d'éviter de présenter un CV d'apparence humoristique ou est-ce qu'il y a des couleurs beaucoup plus idoines que vous pouvez nous recommander? Alors, il n'y a pas de couleur à vous recommander, mais veillez à utiliser des couleurs qui ne sont pas vives et n'utilisez pas de façon exagérée les couleurs.
Si vous voulez utiliser des couleurs, optez pour une seule couleur que vous utilisez pour les titres. Mais on ne va pas avoir du rouge, du noir, du bleu. Ça a l'air de la pagaille. Donc, optez pour une seule couleur que vous utilisez dans le CV. Et le reste, on sait, c'est les couleurs neutres, le blanc et le noir. Alors, si on doit solliciter votre prestation pour une rédaction de CV précise, combien vous faites cette prestation? Est-ce que le coût est accessible? Le coût est bien sûr accessible, Madame Toupé. Alors, quelquefois, les recruteurs exigent un nombre de pages pour le CV. Lorsqu'on est avec un appel à candidature précisant qu'il faut présenter un CV détaillé sans aucune autre précision, doit-on se limiter à cet intervalle de 1 à 3 pages si on a la capacité d'excéder? Alors, je vous conseillerais de ne pas excéder 2 voire 3 pages, même si on ne précise pas le nombre de pages. C'est important. Veillez à rester dans cet intervalle-là. Moi, j'ai fait CV de 3 pages, pourtant j'ai eu un poste à l'international. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait un CV de 1 page ou bien de 2 pages qui fait que vous ne seriez pas présélectionné. Mais quelle est la qualité de l'information que vous mettez dans votre CV? Quel est le lien entre l'information qui figure dans le CV et l'avis de recrutement? Désolé du retard, problème de connexion. C'est du propre, j'imagine, l'offre qu'on m'a, j'ai rien que, merci pour la riche, ok. Donc, alors, Monsieur Akoda, il avait laissé effectivement sa question. Je réponds alors. Ce n'est pas seulement les Nations Unies. Beaucoup d'organisations sont dans cette dynamique aujourd'hui où il y a une plateforme où vous mettez les informations qui constituent pratiquement votre CV. Dans d'autres organisations, comme vous l'avez souligné, des Nations Unies, il n'y a plus besoin d'envoyer le CV. Mais pour d'autres, malgré que vous avez fourni toutes les informations, on vous demande toujours votre CV qu'il faut joindre. Alors, dans l'un ou dans l'autre des cas, il est important d'actualiser les informations que vous avez eu à mettre entre-temps sur la plateforme. C'est important de l'actualiser avant de faire la soumission de votre lettre de motivation. Parce que lorsque vous soumettez votre lettre de motivation et vous candidatez, c'est comme une nouvelle candidature. Donc, vous soumettez avec des informations erronées ou des informations qui ne sont pas actualisées. Et ça peut vous perdre l'opportunité d'être présélectionné. Donc, c'est de repartir et d'actualiser toutes ces informations avant de se lancer dans la candidature. Et je suis très heureux de vous dire qu'en 2023, on a fait sur comment devenir volontaire des Nations Unies. Et tout le processus est disponible sur notre page YouTube. Allez sur la page YouTube de l'Académie, vous verrez la vidéo et il est possible de la suivre et de mieux comprendre pour ceux qui n'ont pas encore leur compte et qui ne savent pas comment ça se passe. Alors, quelle autre question? Il nous reste combien de minutes? Ah, 7 minutes. Dans le CV, les compétences acquises à la maison pendant l'enfance, comment par exemple le métier de couture, coiffure. On ne va pas entrer dans ces détails-là, mais solliciter l'appui de l'académie pour vous accompagner. Quelles sont les bases d'un bon plan de carrière? Ah, ça, j'en ai parlé. Aller au niveau de comment optimiser sa recherche d'emploi. On en a parlé brièvement. C'est important avant tout plan de carrière de se définir vraiment un objectif. Qu'est-ce que vous visez? Comment vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans votre carrière professionnelle? Et c'est en fonction de ça que vous faites votre plan de carrière. Et le plan de carrière, il y a des activités à réaliser, des deadlines, des outils de suivi et vraiment le respecter parce que ça ne sert à rien de faire un plan de carrière. C'est quand vous faites un plan de mise en œuvre d'une activité au boulot. Vous travaillez, vous veillez à atteindre les résultats à la fin de l'année. C'est comme ça lorsque vous faites un plan de carrière aussi.
On fait des plans de carrière, même si on ne dessine pas ça. Il y a quand même des plans de carrière qu'on se fait dans la tête pour ses enfants. J'aimerais que mon enfant soit ci, je vais l'orienter comme ça, comme ça. Je vais l'orienter par ci, telle période, il va faire ci, on va le prendre de répétiteur, ainsi de suite. Mais lorsque ça vient sur nous-mêmes, on ne trouve plus le temps pour le faire. Et je dis, c'est important de transcrire votre plan de carrière, que ça ne reste pas dans votre tête. Transcrivez ça, écrivez clairement ce que vous voulez faire, comment vous vous projetez, quelles sont les formations que vous allez faire d'ici 5 ans, quels sont les... Je prends un exemple simple. Je me projette que d'ici 5 ans, je serai directeur d'un pays, président de la République. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les formations en matière de politique que je dois faire? Quel est le groupe politique que je dois rejoindre? Comment je dois militer au sein du groupe? Comment je dois évoluer? Est-ce qu'avant d'aller à la candidature présidentielle, il faut que je sois maire ou député? Je dois faire toutes ces analyses-là pour être candidat au niveau de la présidence. Quel est le profil qu'il faut? Et que si je me projette à aller aux candidatures d'ici 5 ans, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le profil qu'il faut? Donc, c'est ça, en fait, le plan de carrière. Donc, soyez dans cette réflexion-là et vous allez faire. Certaines personnes mettent leurs photos sur le CV. Cette pratique n'est pas encouragée si ce n'est pas demandé. Aussi, certaines personnes mettent leur situation matrimoniale. Oui, j'en ai parlé à la séance dernière. J'en ai parlé à la séance dernière. Ce n'est vraiment pas du tout, ce n'est pas du tout recommandé. Surtout si vous êtes avec des organisations qui utilisent l'intelligence artificielle pour le premier trait. Lorsque vous mettez des visuels, des photos, euh, le système est un peu bouleversé au fait. Et ça peut vous faire perdre des points. Donc, ce n'est pas conseillé. Encore que vous voyez, chaque supérieur ou employeur avec ses sensibilités. Généralement, dans tout processus de recrutement, votre supérieur direct, votre futur supérieur direct est dans le panel, est dans le comité. Et juste à voir votre photo, peut-être que votre tête ne lui plaira pas. Donc, ce n'est pas intéressant de mettre ça. Par rapport à l'âge, par rapport au nombre d'enfants, c'est aussi possible. Moi, je me rappelle que j'avais eu un poste et voilà, le processus est conduit par un cabinet. On finit le processus. Le cabinet m'envoie vers l'organisation. Je vais aller au niveau de l'organisation. Je m'attends à ce qu'on parle de salaire, qu'on parle de la date de prise de service. Mais le directeur RH et le directeur adjoint de l'organisation me reçoivent et me disent, voilà, on a pris connaissance de votre CV, mais on vous trouve trop jeune pour le poste, à voir votre âge et votre parcours. Ça, je l'ai vécu. Je vois votre âge et votre parcours. Et on m'a fait encore un entretien à la séance. Voilà, j'ai pu répondre et voilà, on dit, le DRH disait, bon, euh, si on doit vous prendre, vous allez vous retrouver le plus jeune employé de l'organisation. Vous aurez à conduire une équipe de personnes très âgées qui seront même qui auront des personnes qui ont certainement l'âge de votre maman. Laissez-nous réfléchir et vous revenir. Laissez-nous réfléchir et vous revenir. Et la réflexion après une semaine, c'est une semaine après qu'on m'a rappelé. Et ça, je n'ai pas oublié la phrase du DRH, même si aujourd'hui j'ai quitté l'organisation. Pendant toutes les années que je suis resté, il m'a dit une chose, vous êtes le plus jeune et c'est la première fois qu'on recrute quelqu'un à cet âge et j'espère que vous n'allez pas nous décevoir et bloquer, voilà, cette chance à d'autres personnes qui viendront aussi jeunes comme vous. Donc, c'est éviter. Certaines personnes auraient vu ça et déjà n'auraient même pas accepté de faire que vous fassiez le processus. Donc, c'est important d'éviter ça. Un exemple de CV, les compétences doivent être forcément accompagnées de certificats. Ça, j'ai déjà répondu. Pourriez-vous partager un modèle de CV? Oui, mais c'est comment partager ça? Je pense qu'on a créé un forum dans le cadre de ce programme de webinaire. Je vais partager le lien dans le chat. Nous allons demander aux gens de rejoindre et nous allons partager le modèle de CV dans le forum. Voilà un peu ce que je peux dire. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vois encore certaines mains levées.
Je vais les prendre rapidement. Il faudrait qu'on puisse tenir dans le temps imparti. Là, nous sommes en train d'excéder. Il est déjà 11h30. Je vais prendre... Oui, bonjour. Oui, vous avez parlé au niveau du fait que vous avez dit votre âge. Je suis venu récemment. J'aimerais savoir si normalement l'âge par c'est où, c'est quoi. Désolé, mon micro était fermé, je parlais. Alors, Monsieur François, je vous écoute. Monsieur François, Madame Fumilayo, j'avais vu deux, mais comment vous suivez sur vos différentes pages? Bon, ça, j'ai quand même parlé, hein. Oui, monsieur François, j'ai des difficultés à vous entendre. Est-ce que vous l'entendez? Moi, je ne l'entends pas. Vous l'entendez? Moi, je ne l'entends pas. Pas, on ne l'entend pas. C'est mieux qu'il puisse écrire ce qu'il veut vous dire dans le chat, parce que vous avez vu dans le chat, tout le monde a dit non, 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 non. Voilà. Alors, je vais répondre à la dernière question et on va clôturer la séance. Alors, par rapport à nos coordonnées, je pense qu'on avait parlé au début. Les coordonnées sont là. Destiny Academy, le site web, le contact de l'académie, l'adresse mail. Vous avez aussi d'autres contacts qu'il est possible d'utiliser. Donc, les coordonnées sont là. N'hésitez pas à nous contacter par... je pense que j'ai oublié de partager le lien du forum WhatsApp. Oui, Madame Fumilayo, Bonjour, Monsieur Léonce, comment vous allez? je vais Mm, bien et vous? Ça va, merci. Merci pour ces séances d'information qui nous permettent d'éviter de répéter les mêmes erreurs dans les CV. Alors moi, je voudrais revenir sur ma question posée dans le chat par rapport au fait d'avoir un profil clinicien. Les offres de Médecins sans frontières, quand on lit tout ce qu'ils mettent, ils demandent toujours que la personne ait au moins fait 2 ans dans une autre organisation. Donc, même quand bien même je postule,
Je pense que ce critère fait que je ne me retrouve pas dans ceux qui sont sélectionnés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est quand même... Alors, dans ce cas, intégrer des organisations et faire du volontariat. Il y a des organisations qui sont à la recherche de personnes qui vont les appuyer, surtout des organisations de jeux qui ont vraiment besoin des gens pour les accompagner. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ces organisations pour apprendre. euh, il faut- C'est bon? Je ne vous reçois pas. À la dernière partie, je n'ai pas entendu. Il y avait du bruit autour de vous. Hein? Je disais de penser à rejoindre des organisations pour faire du volontariat. Ok. C'est une exigence. D'accord. Il n'y a plus de questions. Je vois une main levée, hein. Là, je vais prendre dans 4 minutes. Il faut qu'on arrête la séance. Oui, Monsieur Benoît. Oui, merci, Bien. merci Léonce, merci à tous ceux qui ont pu participer. Est-ce que M. Sabino peut fermer son micro, please? Parce qu'il y a un bon bruit autour. Je voudrais profiter de ta réponse pour répondre à la participante qui vient de poser la préoccupation de clinicien. Je pense qu'au niveau des avis, quand on lance les avis à manifestation d'intérêt ou bien... Monsieur Sabino, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. C'est bon, j'ai coupé déjà le micro. OK, merci beaucoup. C'est pour dire aux collègues, dans, dans les offres, il faut qu'on lise tous les aspects. Si ce n'est que avoir les 2 années d'expérience, votre défi, au fait, au niveau du dépouillement, nous mettons en place des points, pas palier, pas aspect technique demandé. Donc, c'est la synthèse globale qu'on utilise et non exclusivement cette partie pour écarter quelqu'un. Donc, si vous pensez que vous avez le profil requis, il faudrait postuler. Je n'ai pas 2 ans d'expérience avec un organisme international, mais j'ai travaillé, par exemple, pour le gouvernement de mon pays en un milieu, dans une zone reculée où nous avons des défis sécuritaires, nous avons tel cas. C'est à nous de nous vendre. Et nous devons nous poser toujours la question, si j'étais le recruteur, est-ce que je peux prendre ce candidat par rapport à mes besoins spécifiques? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Et voir qu'est-ce qu'on va améliorer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne l'entends pas. Je pense il a apporté quand même d'éléments de réponse à Madame Foumelaya. Comme je l'ai dit, votre activité professionnelle et le contexte dans lequel vous travaillez, c'est important de pouvoir adapter ça à la vie de recrutement et de pouvoir ressortir les points en lien avec le poste pour lequel vous postulez. Je pense qu'il est revenu là-dessus et il a vraiment donné d'éléments en lien avec la santé communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Dans 2 minutes, il faut que j'arrête la séance. Merci beaucoup aux collègues Benoît pour l'apport. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? S'il n'y a plus d'autres préoccupations, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation à ce webinaire. On se dit au samedi 19 avril pour parler de la lettre de motivation. Merci et très bon week-end à tous et à toutes. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pris la réunion au vol. C'était quand même à donner ma petite appréciation. C'était vraiment très bien. Le peu que j'ai suivi les défis. Merci beaucoup. Des séances comme ça, il faudrait qu'on l'organise de temps en temps pour nous permettre quand même d'avoir un peu plus de chance sur le marché de l'emploi.
Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Très heureux de l'entendre. Merci beaucoup.